Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la self-défense, mais non pas de la self-défense fantasmée, on va essayer de voir un petit peu le vrai du faux et la différence entre le mythe et la réalité de la self-défense. J'en ai un peu marre d'entendre certains discours et de voir certaines choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo. On va essayer de voir un petit peu ensemble les aspects de la réalité de la défense personnelle dans un cadre de rue. Encore une fois, j'aime à préciser que c'est bien dans la rue, que ce n'est pas un art martial classique et que ça ne se fait pas dans des conditions classiques et normales. Il faut comprendre que la self-défense, la vraie, elle doit être sale, vicieuse et brute. C'est-à-dire qu'on n'a aucune règle et on n'a pas d'état d'âme à avoir lorsqu'on défend, généralement, sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir le premier critère qui est le critère de la préparation. Il y a beaucoup de personnes qui nous vendent qu'une heure de self-défense par semaine, ça fait de vous des personnes invincibles qui auront toujours la bonne technique au bon moment et qui feront de vous des personnes justement intouchables, avec généralement un faux sentiment de sécurité. Et ça, c'est dommage. En effet, la plupart du temps, les cours, c'est 1 heure par semaine de défense pure, c'est-à-dire sur des saisies, sur des étranglements. Et pourtant, si on se prépare bien, ça ne devrait jamais arriver. Dans la rue, si on est bien préparé, si on est attentif à ce qui se passe autour de nous, pas trop la tête dans les nuages, si on est plutôt alerte à ce qui se passe, une saisie, ça ne doit pas arriver. On doit avoir tout un tas d'étapes avant qui nous permettent de traiter justement la saisie, avec des remises à distance par exemple. Sauf que dans beaucoup de cours de self-défense, qui sont enseignés, comme je l'ai dit, à 1 heure par semaine, voire 1 heure et demie maximum, on prétend à des personnes qu'elles sauront se défendre, sauf que c'est faux. En plus de ça, il n'y a aucune réelle préparation, la plupart du temps, aux techniques de combat, qui peuvent être de la boxe, du grappling, du JJB, du Krav Maga, du karaté ou autre. Parce qu'effectivement, ne pas savoir mettre un coup, mais ne pas aussi savoir en recevoir un vrai, ça peut vite être problématique. Le problème aussi, c'est que la plupart du temps, dans tous les cours qu'on va avoir, tout est très cadré, c'est-à-dire que la distance, on dit tends bien le bras, plie bien le bras, tu fais ça, tu te sortiras de cette situation comme ceci ou comme cela. C'est relativement dommage. Alors c'est sûr, pour un aspect éducatif, c'est important, mais la plupart du temps, on ne sort pas vraiment de ce cadre. Et encore une fois, prétendre qu'en 1 heure, vous allez être efficace, c'est faux. L'efficience, elle vient par la répétition, elle vient surtout par la mise en place de situations de plus en plus complexes. Il faut avoir toutes les bases du combat avant de se mettre réellement dans la self-défense pure. Il faut savoir bouger sans pression, il faut garder aussi un bon cardio, il faut savoir qu'il va falloir peut-être courir, il faut réussir à avoir une condition physique qui est bonne, aussi bien sur le haut du corps que le bas du corps. Il faut être prêt à tirer une personne qui est blessée au sol, et ça, c'est pas une préparation qu'on voit toujours. À part taper dans des pas d'ours et des pas hauts, on ne met pas forcément de sens à ce qu'on fait. Et ça amène un faux sentiment de sécurité qui peut justement être rapidement dangereux dans la rue pour des personnes, des femmes ou des hommes qui ont justement pratiqué et qui se disent être capables ou se pensent capables de gérer des situations. Et pourtant, c'est pas le cas. Avoir des bases solides de combat, c'est essentiel. Savoir gérer une distance, essayer de anticiper un coup, voir la lecture d'un corps, savoir comment est-ce que vient un coup, la violence que ça génère quand on le reçoit, comment est-ce que vous aussi vous réagissez face à un coup, est-ce que vous vous prostrez, est-ce que vous vous retournez comme on peut voir souvent, est-ce que vous remontez les bras, vous mettez en boule. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que faire de la mise en place de défense, du répéter sur des situations où les personnes ne bougent pas. Ça me fracasse un petit peu. Je vois des fois des cours où des personnes font un blocage, mettent un coup de genou, se remettent à distance tout de suite face à la personne et recommencent. C'est pas ça, apprendre à se défendre. Il n'y a pas de situation de stress, il n'y a aucune agressivité de la part de l'agresseur, il n'y a aucun réalisme dans la réponse. Alors certes, ça défoule, très bien. Vous retrouvez pour certaines personnes votre compte à être là, à vous défouler et à prendre justement le temps d'avoir 1 heure pour vous. Parfait. Mais dans ce cas-là, ne pensez pas être en capacité de vous défendre derrière, s'il vous plaît, car là, sincèrement, vous allez vous mettre en danger. Il faut savoir avoir avec cette préparation justement aux bases, c'est savoir gérer la pression, savoir gérer sa respiration, savoir gérer son cardio, savoir gérer ses coups, savoir gérer l'appréciation de la distance pour mettre un coup justement. Et ça, 1 heure, c'était pas suffisant. En plus de ça, en fonction de comment est-ce qu'on vous apprend les choses, c'était pas suffisant non plus. Vous avez tous des capacités différentes de travail. Vous avez tous un cardio qui est différent, vous avez tous une capacité à la violence différente, vous avez tous une approche à la violence qui est différente. Et ça, c'est pareil.
Faut le prendre en compte. Il y en a beaucoup qui ont pas la même vie, on est d'accord. Vous n'avez pas eu la même vie que moi, comme moi j'ai pas eu la même vie que mes parents, que mes amis et autres. On a tous un rapport à la violence et à la défense qui est différent. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte. Et ça, c'est pareil, c'est bien trop souvent évincé. Avoir des bases solides permet de construire des choses derrière qui peuvent être intéressantes. Généralement, il y a des choses qui sont oubliées. Les fondamentaux et les bases sont des fois un peu chantés et créent justement des complexités derrière à se défendre. Pareil, faire de la défense qu'en étant vers le haut, c'est pas utile. Faire de la défense en étant que au sol, c'est pas utile non plus. Il faut être complet. Il faut savoir gérer le avant, le pendant et le après. Les techniques de clé ou magiques, elles fonctionnent pas. C'est malheureux à dire, mais elles ne fonctionnent pas. Il ne s'agit pas dans la rue d'être face à des personnes où vous devez mettre en place de la technicité élevée. C'est pas possible. Vous n'aurez aucune certitude que votre clé fonctionne en fonction du gabarit de la personne qui est en face de vous, de son emprise à l'alcool, de son emprise à la drogue, aux stupéfiants, à ce que vous voulez. Elle réagira peut-être pas du tout. Quand vous voyez un petit peu avec des recherches intéressantes que vous pouvez faire sur YouTube, par exemple, avec les appréhensions des agresseurs aux États-Unis, des bandits ou autres. J'ai utilisé le terme bandit quand même, vous vous souviendrez que j'ai utilisé le terme bandit. Vous voyez que finalement, une personne, c'est pas suffisant. Des fois, il faut être 2, 3, voire 4 personnes pour appréhender un individu. Et c'est vous, ou même moi, avec 1 heure par semaine pour les plus faibles pratiquants, on va dire, en termes de temps, qui allez amener une clé sur quelqu'un. Mais oui, s'il se laisse faire, encore une fois, mais ça ne sera pas le cas dans la rue. Personnellement, et même quand j'ai fait un petit peu de sécurité, les clés à placer, c'est l'enfer, vraiment. Et il faut avoir une compétence de fou, et puis aussi, il faut regarder un petit peu le cadre légal. Parce que, pareil, est-ce que, on pourra le voir dans une autre vidéo, mais est-ce que maintenir une personne au sol en lui faisant une clé, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on a le droit ? Je vous laisserai chercher, mais on répondra à ça dans une autre vidéo. Il n'y a aucun scénario type, il n'y a aucun timing qui est parfait, il n'y a aucune coopération qui sera mise en face. En plus de ça, vous n'aurez aucun poids, vous n'aurez aucun moyen de pression. Donc une personne au sol, lui mettre une clé, très compliqué. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je pense qu'il faut un petit peu oublier, à mon sens, en termes de self-défense, qui peut aussi amener souvent à la pensée un peu mytho. Le point suivant, c'est le côté préparé de la self-défense. À comparer à un combattant de MMA, de grappling ou tout autre combattant, d'ailleurs même de boxe ou ce que vous voulez, l'avantage c'est qu'on sait quand est-ce qu'on va combattre, on sait quand est-ce qu'on va y aller, on sait comment on va y aller, on a une vraie préparation qui est faite derrière. Le combat que vous allez mener dans la rue, lui, il n'a aucune préparation. Vous n'êtes pas dans une tenue qui est agréable, vous n'êtes pas dans un environnement qui est agréable, vous avez du béton par terre, vous avez des voitures, vous avez des passants, vous avez aucune règle fixée au combat. Par contre, vous avez tout un tas de cadres légaux derrière qui sera mis en place. Mais vous n'avez cependant aucune, je dis bien aucune, préparation à l'instant T. Vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas prêt, vous êtes peut-être dans un moment de détente, et d'un coup, ça vient péter. Vous n'avez pas de gants, vous n'avez pas de protège-dents, vous n'avez aucune protection de tibia, vous n'avez pas de coquille, et j'en passe. C'est-à-dire que du moment où vous allez prendre un doigt dans l'œil, il n'y a pas un arbitre qui va venir et arrêter le combat. Si le gars commence à vous shooter la tête en mettant des grands coups dans votre tête, justement en vous prenant pour un ballon de foot, je suis désolé, mais il n'y aura personne pour arrêter le combat. C'est-à-dire qu'il n'y aura que vous et votre capacité justement à répondre à cette situation sans aucune préparation avant ce combat. C'est-à-dire que c'est soudain. Alors je vois souvent dans les commentaires de vidéos, dans des commentaires en général, oui mais si tu fais un combat, je veux bien voir ça. En fait le problème il n'est pas forcément là. Alors c'est sûr que comme je l'ai dit juste avant, avoir des bonnes bases en combat c'est important. Avoir pratiqué le karaté combat, le karaté traditionnel, avoir pratiqué et pratiqué d'ailleurs toujours aussi la boxe pied-point, ça s'appelle le karaté contact, eh bien ça met des bases, et ces bases-là, effectivement, elles permettent de tenir. Alors c'est sûr que demain vous êtes face à une personne qui est dans dans une spécialité particulière, c'est sûr, vous serez intouchable. Vous mettez par exemple face à un très très bon judoka, je ne saurais rien faire. Si je dois rester dans ces clous à lui, mais peut-être qu'en allant chercher du vice, je pourrais faire quelque chose. Face à n'importe qui pratique justement et qui peut éventuellement venir vous chercher un peu des noises dans la rue, c'est pareil, peut-être qu'il va falloir sortir des clous pour s'en sortir. Et c'est là où je parlais tout à l'heure d'avoir cet état de vice qui est hyper important. Votre environnement dans lequel vous allez vous défendre varie. Ça peut varier du matin au soir, c'est-à-dire que le matin il peut faire très beau, avoir de la lumière et tout bien se passer, et le soir vous êtes un peu dans le noir où il y a de la pluie. Ou même en 1 heure, un environnement peut changer.
Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte. Vous pouvez être dans des environnements qui sont étroits, qui ne vous permettent pas des déplacements faciles. Vous n'allez pas chercher la soumission d'une personne, vous n'allez pas faire de clé, vous n'allez pas faire de grappling, vous n'allez pas faire de JJB, vous allez essayer de sortir. Alors effectivement, des bases au sol, c'est intéressant, c'est important, ça vous permettra de sortir plus facilement. Mais par contre, on n'ira pas chercher la lutte au sol. Ça, c'est hyper important parce que c'est facile. On va dire facile, je mets des guillemets dans ce que je dis, hein. Je dis pas que c'est facile techniquement, c'est un enfer le sol, et ça pour n'importe qui en fait vous le dira. Mais si vous faites du sol dans la rue, à commencer à essayer de jouer avec une personne, s'il y a son collègue qui arrive, qui prend un grand élan et qui vous met un shoot dans les dents, bah, vous aurez aucune possibilité derrière de vous relever. Et ça vient parfaire d'ailleurs ce que je disais juste avant. Il n'y a aucune règle dans la rue. Et amener des clés, compliqué. Le fait que votre agresseur ne soit pas seul va aussi déterminer votre agression et votre riposte surtout à cette agression. C'est-à-dire que face à deux personnes, il faudra peut-être taper un peu plus fort, un peu plus vite et surtout essayer de courir un petit peu plus vite. Il va peut-être falloir être aussi d'une proportionnalité qui va être assez différente. On va devoir être beaucoup plus agressif, on va devoir être plus rentre-dedans. On va pas chercher la complexité, on va chercher davantage à détruire. Et ça, déjà, quand on commence à éviter justement des choses qui sont très cadrées avec un seul agresseur qui est bien face à nous, qu'on voit facilement, et ben ça remet quand même pas mal de choses en question. Parce que pour faire des fois des cours où vous avez justement plusieurs agresseurs, un ou deux agresseurs, ou des fois j'aime bien faire des cours où je jette un couteau et vous voyez que tout le monde essaye d'aller récupérer le côté, on sait plus qui est qui, on sait plus qui est l'agresseur, on sait plus qui est le défenseur, et ça crée un certain merdier. Ça m'est déjà arrivé aussi, personnellement, dans des bagarres, des bagarres à l'époque un peu plus jeune, où justement un jour j'ai malheureusement balayé un de mes potes parce que j'avais pas du tout vu et un peu bu aussi et j'avais pas balayé la bonne personne et c'était mon collègue à moi que j'ai balayé dans le brouhaha et le cafouillage que c'était. Donc ça c'est des choses qu'il faut comprendre. Quand ça part vraiment en sucette et qu'on sait plus où aller, et ben c'est pareil, il faut savoir réagir. D'où l'importance aussi d'être réaliste là-dessus et d'avoir des fois deux agresseurs, trois agresseurs. Alors bien sûr, vous n'êtes pas des héros, vous n'allez pas faire du Hitman à réussir à coucher 10 personnes, mais il va falloir peut-être réussir à s'en sortir, utiliser les personnes qui sont là et vous sortir. Et ainsi peut-être justement arrêter d'être dans la mythomanie de dire qu'on peut gérer 50 agresseurs. Alors c'est sûr, s'ils viennent un par un et qu'ils se laissent faire, vous pouvez en gérer une cinquantaine, ça posera jamais de soucis. Mais vous n'êtes pas Hollywood, vous êtes dans la rue. Même une personne qui est expérimentée peut tomber dans la rue. C'est-à-dire que vous êtes habitué à faire de la boxe, demain vous êtes tombé face à quelqu'un qui vous surprend, qui est un peu plus rapide, je sais pas, qui est un peu plus alerte, qui est plus prêt, elle, à vous agresser, et d'un coup vous prenez un grand marron en pleine tronche et ça vous couche. Et ben ça peut être possible à partir de n'importe qui, peu importe votre niveau de pratique, peu importe votre niveau de ceinture ou autre, parce que dans la rue il n'y a aucune ceinture, hein, je vous rassure. Et bien justement, si un jour vous tombez face à un, même si vous êtes habitué, vous tombez face demain à un gars qui a un point américain, il vous met une grande pêche, et ben vous serez couché. C'est-à-dire que dire que tel art martial ou telle personne ou autre est plus compétente qu'une autre, face à une personne qui a plus de vices, ou face à une personne qui a plus d'envie de vous coucher, bah, le combat risque d'être vite compliqué et déloyal. Tout le monde peut être KO. Et sans même parler de ça, généralement on me dit oui, mais un tel, ou alors je suis intouchable, ou telle personne est intouchable. Personne n'est intouchable. Vous trouvez n'importe qui, même des champions du monde. Il y a des invaincus, il y en a très 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 peu, ça existe. Mais des invaincus, il y en a très peu. Il y a forcément un jour où il y a une personne qui tombe. Même les meilleurs, un jour, prennent un coup et tombent, s'écroulent. Et ça, je parle dans des combats, hein. On prend Mike Tyson, et voilà, on prend Mike Tyson, on prend n'importe qui que vous voulez. En exemple, un jour ou l'autre, bah, vous tombez sur plus fort que vous et vous pouvez être couché. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la rue. Et un boxeur face à quelqu'un qui a un couteau pourra peut-être pas réagir de la même manière. Face à un objet, une batte de baseball, une arme à feu, elle se fait gazer avant de prendre des coups, bah pareil. L'entraînement, ça, il n'y prépare pas. Maintenant, on va parler de la vitesse et de la violence défensive que vous devez mettre en place. Alors, je ne parle pas ici de violence gratuite dans la rue, loin de là. Je parle simplement de l'importance d'avoir une riposte qui est conséquente face à une personne qui vous agresse. Plus vous répondrez rapidement à une situation, plus vous répondrez de manière violente, plus vous vous en sortirez. C'est horrible à dire, mais pourtant c'est vrai. Vous ne pouvez pas risquer, d'être blessé ou que les membres de votre famille soient blessés parce que vous étiez justement trop laxiste dans votre réponse. On parlera plus tard de situations où justement des personnes ont réagi comme ils ont appris en cours, ont travaillé, ont fait leur truc et puis sont partis. Mais sauf qu'ils n'avaient pas séché la personne.
Et après, bah, cette personne se retrouve attrapée et acculée de coups parce que voilà, la réponse n'a pas été la bonne, ou du moins pas assez violente. Et ça, c'est dans plusieurs thèmes. Même travail au couteau, on voit des fois, travail au couteau et je rends la lame à la personne. Bah ouais, mais jusqu'au jour où en fait vous rendez aussi la lame à votre agresseur. Et ça, il y a des faits aussi qui arrivent. Donc ça, c'est hyper important. Donc il faut répondre violemment, rapidement et de manière sûre. C'est vraiment le lion où, enfin, je suis pas trop fan en disant le lion, moi je suis plutôt ours, mais c'est vraiment l'ours qui va tout faire pour protéger sa vie, la vie de ses proches, la vie de sa famille. C'est quelque chose qui est hyper important et qu'il faut pas oublier. Il faut réussir vraiment à briser cette agression, c'est-à-dire que peu importe ce que c'est, il faut réussir à la briser, il faut réussir à y mettre un terme le plus vite possible en préservant votre intégrité physique, celle de vos proches. Pareil, les saisies, comme je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, ça ne doit pas arriver. Si vous êtes attentif à votre avant, à votre pendant et à votre après, les saisies, elles n'arrivent pas. Jamais je laisse une personne approcher assez près pour qu'elle puisse me saisir. Jamais je laisse une personne mettre front contre front avec moi. Impossible. Jamais je laisse cette possibilité-là. Pareil, si je sens que j'ai une présence derrière moi, je me retourne, j'essaye de faire attention à tout ça, parce que ça ne doit pas arriver. Le avant, il est hyper important avec votre analyse du contexte de la situation. Votre pendant, hyper important aussi, dans votre capacité de réponse, qui doit être extrêmement violente, mais c'est pareil, on le détaillera un peu plus dans une vidéo. Et le après, si vous êtes auditionné par les forces de l'ordre, bah, qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Comment est-ce que j'appelle les secours? Quel numéro j'appelle? Bah, tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi anticiper et travailler. Les décisions qui sont à prendre sont hyper importantes. Et généralement aussi, elles définissent un petit peu on va dire le retour pénal que vous pourrez avoir. Le vrai objectif de la self-défense, il y en a beaucoup qui l'omettent un petit peu et qui l'amènent un peu sur trop un côté esthétique, quelque chose de joli qui semble impressionnant. Mais encore une fois, on ne cherche pas à impressionner, on ne cherche pas à faire des choses qui sont belles, qui sont magnifiques, avec vraiment beaucoup de technicité, de rondeur et autres. C'est pas possible à mettre en place. Alors, c'est possible à mettre en place dans un club, mais si vous avez une personne qui veut vous défoncer la gueule, à un moment donné, vous n'arriverez pas à le mettre en place, c'est pas possible. Donc à un moment donné, ça sera peut-être pas très joli, mais l'objectif, c'est non pas forcément de gagner un combat, mais c'est surtout de rentrer chez soi avec la meilleure intégrité physique possible. Et pour ça, bah, faut rentrer dedans. Pour ça, faut utiliser un petit peu de tous les vices qu'on peut avoir pour que aucune personne ne puisse vous ôter, par exemple, votre vie et empêcher vos enfants de grandir à vos côtés. À aucun moment, vous devez finir en fauteuil roulant et que votre femme ou vos enfants vous connaissent à mobilité réduite. Ça, c'est aussi des choses à prendre en compte et à réfléchir. Là, en parlant de défense, je parle beaucoup de combat, de réponse, pied-point et autres, mais on en a déjà parlé. C'est aussi une préparation avec le côté apaiser le conflit et l'éviter. Bien sûr, dérouiller une personne parce qu'elle vous a demandé une clope, c'est que là, vous en aviez besoin de la dérouiller. Mais c'est pas parce qu'on vous demande une clope que vous allez lui arracher la tête. On est bien d'accord là-dessus. Mais ça, c'est un truc que beaucoup oublient aussi. Donc, il faut au possible éviter le conflit, éviter de rentrer dans cette situation-là, essayer d'apaiser, toujours d'apaiser. Bien sûr, là, je vous parle uniquement du côté combat pied-point parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce qui est dit ou montré, comme je l'expliquais un petit peu avant. Donc ça, il faut le prendre en compte. La self-défense et sa réalité, c'est beaucoup moins glamour que le mythe qui peut être mis en avant par de nombreuses personnes. La réalité, c'est quand même beaucoup moins joli. Et ça, il faut vraiment que vous le considériez. Pour conclure cette vidéo, on peut voir les choses suivantes. C'est que la self-défense réelle, sans mythomanie, sans exagération, sans mise en place d'un espèce de gourissage avec un gourou qui enseigne le truc, la vérité absolue, on comprend qu'il faut avoir de la préparation physique à tous les niveaux, aussi bien musculairement qu'au niveau du cardio, c'est global. Qu'il faut avoir de vraies bases de combat. Et je rajouterai aussi de secourisme, mais ça on en parlera plus tard. Une vraie compréhension de ce que c'est que le stress, le vrai stress et la vraie violence. C'est essentiel. La lecture de l'environnement, qui est hyper importante, et surtout une vision réaliste de ce que c'est qu'une agression. Je parlerai aussi de l'importance de connaître ce que c'est qu'une arme à feu, ce que ça peut créer comme bruit, ce que ça peut créer comme stress, comme dynamique lors d'un tir, cette sensation, ça aussi c'est hyper important, comme un couteau, c'est quoi? D'où l'importance aussi du secourisme. Et tout ça, quand on commence à y réfléchir un petit peu, on arrive peut-être un peu plus dans le vrai de la self-défense. Alors je ne dis pas détenir la vérité absolue, je ne dis pas que d'autres la détiennent pas non plus,
Mais je pense qu'il faut être vrai avec ce qui est dans la rue. Je pense qu'il y a une part de responsabilité, que de travailler des choses qui sont infaisables, c'est fort dommage. Et qu'il faut comprendre que la self-défense, c'est personnel déjà, c'est chacun à son niveau et la traite comme il veut. Et plus vous serez justement dans cette capacité à rentrer dedans pour la cesser, mieux ce sera. Mais encore ça, c'est mon approche personnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes garant de votre sécurité. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.